Après ce ratage, un problème s'est posé. Les Salkind avaient réalisé leurs 2 films et 400 millions de dollars au box-office mondial. Bien évidemment, ils n'avaient aucune envie de s'arrêter là. Et malheureusement pour nous, ils ne se sont pas arrêtés là. C'est ainsi qu'arrivera en 1983 Superman 3, réalisé à nouveau par Richard Lester. Dans ce film, Superman est confronté à un ennemi qui utilise un superordinateur pour prendre le contrôle de tous les systèmes possibles, comme prendre le contrôle de la satellite météo pour modifier le climat et contrôler le prix du café sur le marché mondial. Of course! Le génie informatique qui a réalisé ces piratages va même réaliser un superordinateur qui va tenter de synthétiser une kryptonite qui aura pour effet non pas d'affaiblir Superman, mais de le rendre sombre et incontrôlable. Il va donc devoir se battre contre sa part d'obscurité et contre le contrôle du monde par la technologie. Alors le film démarre déjà très mal avec une Richard Pryor, pardon, excusez-moi. J'aurais adoré faire une critique un petit peu différente de ce qu'on entend habituellement contre Superman 3, mais des fois les événements sont indéniables et leur importance ne peut être contredite. Richard Pryor est sans aucune contestation possible le défaut principal de Superman 3, pour la simple raison qu'il est là pour voler la vedette. Dans les films précédents, même Marlon Brando et Gene Hackman n'étaient pas là pour devenir l'intérêt central du film, ils étaient là pour apporter leur nom à l'affiche et sécuriser quelques entrées. Ici, les Salkind ont décidé que non, un film Superman n'était pas fait pour parler de Superman, c'était fait pour que Richard Pryor puisse exprimer son talent comique. Richard Pryor était un comédien de stand-up extrêmement connu aux USA à l'époque pour sa liberté de ton au sujet des conflits raciaux dans le pays et sa capacité à flirter entre le comique et le tragique. Avec beaucoup moins d'impact, il serait l'équivalent d'un Chris Tucker ou dans le domaine du cinéma d'un Eddie Murphy ou d'un Jim Carrey Black. On pouvait à l'époque faire des entrées sur la présence de Pryor dans un film, même si aujourd'hui personne ne s'en souvient, certainement pas de notre côté de l'hémisphère. J'imagine la réaction du mec qui a loué Superman 3 en vidéoclub à l'époque et qui s'est retrouvé après le logo Warner avec Richard Pryor qui vient demander ses droits au chômage. Vous imaginez le choc? Maintenant, imaginez celui des spectateurs dans la salle de cinéma. Surtout qu'il nous offre des scènes absolument hilarantes, comme celle où, essayant d'imiter Superman, il descend une surface d'immeuble à ski et atterrit sans dommage. On lui accorde beaucoup trop d'importance, bien plus qu'à Gene Hackman, bien plus qu'au vrai méchant du film, pour lequel va travailler Pryor, et qui n'est lui qu'un Lex Luthor au rabais. Oui, parce qu'au passage, quand ils ont renvoyé Richard Donner, les producteurs se sont mis à dos Gene Hackman et Margot Kidder, ce qui implique que ce troisième film n'a ni Lex Luthor, ni Lois Lane, qui n'est présente que pour quelques scènes, ayant eu l'audace d'exprimer son désaccord avec le renvoi du réalisateur. Les Salkind ont toujours mis les problèmes sur le dos de Richard Donner, persuadés que leur vision était la bonne à faire passer, ce que heureusement Donner avait réussi à éviter jusque dans le scénario, sauvant ainsi les meubles. Maintenant qu'ils ont réussi à le virer, les producteurs ont donc pu laisser libre cours à leur vision d'un Superman burlesque. Oui, Superman et le burlesque, c'est comme essayer de mélanger de l'huile d'olive et du vinaigre, mais c'était ça leur grande idée. Ainsi la surimportance du rôle de Pryor, mais aussi cette scène d'introduction épiquement gaguesque. Vous savez, on peut suivre la baisse de qualité des films Superman à leur générique. Ici, plus d'espace, plus de beaux titres, on a un texte défilant à la Star Wars au-dessus de gens qui tombent dans des bouches d'égout, d'aveugles qui se prennent des poteaux, de cabines téléphoniques qui tombent en enfilade, etc., etc., etc. Parce que quand on pense Superman, on pense tout de suite à un mime qui glisse sur des bonbons. Un putain de mime! À moins que quand vous pensiez à Superman, vous ne pensiez à Clark Kent qui mange de la pâtée pour chien en le confondant avec du pâté pendant son pique-nique romantique avec Lana Lang. Quelle délicieuse gaudriole. Le film décide en effet pour sa romance d'aller déterrer Lana Lang, l'amour de jeunesse de Clark, Margot Kidder étant donc punie de troisième volet. Le personnage aurait pu être intéressant avec ses envies de grande ville, enfermée qu'elle est à Smallville avec des losers, mais comme le film a voulu la traiter de façon burlesque également, on se retrouve avec une nana qui s'intéresse à peine à son gosse sous prétexte qu'elle était en l'air, ne révèle rien de spécial chez Superman, et est assez vite énervante. Mais revenons-en au personnage de Richard Pryor. Le film date d'une époque où les ordinateurs commençaient à peine à dominer le monde. Plusieurs films avaient alors tenté de dénoncer cette mécanisation du travail. Ça peut donner le meilleur, comme Terminator, ou le pire, comme Superman 3. Le problème, c'est de faire un film qui traite de l'informatique quand on n'y connaît rien à l'informatique. Pour ce film, il est par exemple logique qu'un satellite météo, qui n'est équipé que de capteurs et de récepteurs, puisse, une fois piraté, modifier le temps sur une région précise. Mais je vous l'avais bien dit que c'était la faute de Spoutnik. C'est le genre de film qui traite l'informatique comme un Deus Ex Machina, une sorte de « ta gueule, c'est l'informatique ». On a l'impression que tous les ordinateurs sont Skynet et peuvent se modifier eux-mêmes et faire tout un tas de trucs qu'on ne comprend pas, simplement parce que le réalisateur scénariste ne comprend pas.
C'est exprimé assez clairement dans le fait que Richard Pryor devient un génie de l'informatique comme ça, du jour au lendemain sans aucune connaissance. Ok, ça arrive, des gens qui comprennent immédiatement un langage informatique. Mais de là à devenir, un mois après avoir touché un ordinateur pour la première fois, un ingénieur qui élabore des plans pour la première intelligence artificielle du monde... Ouais... Je veux bien, hein, Clark Kent, Superman, mais là c'est un peu gros quand même. Oh merde, allez vous faire foutre. Mais le film assume quand même sa méconnaissance totale de l'informatique, ou son choix de traiter l'informatique de façon complètement fantasmagorique, c'est à vous de voir, dans une scène où les bonhommes des feux de signalisation commencent à se battre. Mais vous allez me demander, qu'y a-t-il à sauver dans ce film? Eh bien c'est le scénario utilisé au moins une fois dans chaque itération des histoires de Superman, le méchant Superman. Les ennemis n'ayant pas de kryptonite sous la main, vont essayer de la recréer synthétiquement. Mais la formule complète contient des éléments qui n'existent pas sur Terre. Le personnage de Pryor va alors essayer de les remplacer avec une matière au hasard. Le résultat est une kryptonite toujours verte, mais avec les effets de la rouge. La kryptonite rouge est utilisée pour rendre Superman complètement cinglé et le pousser à mal agir. Sauf que comme les Solkane sont des gros radins, ils n'ont toujours pas acheté de colorant autre que le vert, donc tout comme le cristal du premier film, on va garder du vert histoire de bien perdre les spectateurs, dont on se branle de toute façon. Superman va donc commencer à devenir un gros bad boy puisqu'il va se... laisser pousser la barbe et souffler sur la flamme olympique et redresser la tour de Pise. Encore que sur cette dernière, on peut peut-être chercher une espèce de métaphore sexuelle. Ouais, non, il est pourri le méchant Superman. Il devient vraiment intéressant sur la fin, quand il commence à picoler. Il finit par se rendre compte de sa déviance, et nous offre alors un dédoublement de personnalité où Clark Kent se bat contre sa part sombre. Cette scène est à la fois bien réalisée et assez belle dans son sens, c'est même assez surprenant au milieu de toutes ces conneries. Yahoo! Voilà à quoi ressemble un système de défense. Après un tel fiasco, qui a fait 2 fois moins d'entrées que son prédécesseur, on pensait que la saga allait mourir tranquillement dans son coin. C'était sans compter sur l'idée de Cannon Films qui avait racheté les droits, et qui sortira en 1987 Superman 4, sous-titré en version originale, Une quête pour la paix. Le monde va mal. Le conflit entre les USA et l'URSS mène à une course à l'armement nucléaire des deux côtés de l'océan, et Superman réalise alors qu'il ne peut pas rester sans rien faire. Il va alors décider, suite à la demande faite par un enfant dans une lettre ouverte, de débarrasser la Terre de toutes ses armes nucléaires. Et ils applaudissent en plus. Des armes qui leur ont coûté des millions à développer, et vas-y, prends-les Superman. Mets-les donc dans ton petit panier et envoie-les vers le soleil. Et je déconne pas, il y a vraiment un panier à ogives. Pardon, je m'emporte. C'est alors que Lex Luthor va avoir une idée. Cloner Superman afin de créer un super vilain avec les mêmes pouvoirs qui sera de taille pour affronter le Boy Scout bleu en slip rouge. Ainsi naît Nuclear Man. Sérieux, on va changer la formule. Je vais commencer par vous dire pourquoi j'aime Superman 4. Le projet de Sidney G. Furie est d'essayer de faire triompher le monde et l'idéologie de Superman, de vaincre la guerre par la paix. Le cinéma d'action avait installé dans les années 80 un modèle type de héros qu'on appelle Reaganien, en rapport avec l'idéologie plus guerrière de Reagan, montagne de muscles, force brute liée à une intelligence militaire. Leurs illustrations les plus connues sont les héros des films Rambo et Predator. Le film décide donc d'opposer Superman à sa version Reagan, qui est Nuclear Man, joué par Mark Pillow. Gavé de stéroïdes comparé à Christopher Reeve, avec sa coupe de cheveux improbable qui n'est pas sans rappeler les heures caniches de Stallone, ultra violent et débile, il est l'incarnation du héros reaganien tourné en ridicule par son costume flashy et kitsch, ses ongles rétractables, et sa coupe mulet qui me donne toujours l'impression qu'il va partir dans une imitation et chanter du Jean-Pierre François. Je te survivrai d'un amour vivant. Voilà, c'est pour ça que j'aime Superman 4, pour son méchant. C'est quand même pas rien au niveau de l'histoire, je préfère Superman 4 à Superman 3. Franchement, avec le tiers du budget des autres films, ils s'en sortent vraiment pas mal et ils auraient du mal à faire mieux. Hélas, il y a aussi le reste du film. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on pouvait suivre la baisse de qualité des films à leur générique? De nombreux éléments viennent rendre Superman 4 plus difficile à regarder qu'il ne devrait l'être. Je ne parle pas du rachat du Daily Planet par un investisseur qui va en faire un tabloïd, c'est une histoire parallèle assez sympathique, qui a le mérite de bien introduire le personnage de Lacey, joué par Mariel Hemingway, qui sera la rivale amoureuse de Lois, avec cette différence que Lois aime Superman alors que Lacey aime Clark Kent. Et ça va nous offrir une scène bien longue à supporter, celle du double rendez-vous Clark-Lucy et Lois-Superman. C'est laborieux même si c'est bien réalisé, et ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Non, il y a d'autres problèmes, de vrais problèmes, dans Superman 4. Par exemple, en début de film, il récupère un cristal. Malgré tous mes visionnages, et à moins que je ne me sois systématiquement endormi à la mauvaise seconde, je ne vois aucune scène où il l'utilise,
alors qu'il a tout de même droit à une introduction dans le film assez haute en couleur. En couleur verte bien sûr, puisque les nouveaux producteurs n'ont toujours pas assez de thunes pour payer une autre couleur pour leurs cristaux spéciaux. La seule scène où il pourrait l'utiliser est celle où il invoque le conseil de Krypton pour leur demander de l'aide, et si c'est le cas, elle dure tellement peu que c'était pas nécessaire d'appuyer à ce point le cristal. Bon, ok, c'est encore mineur. Que dites-vous du cheveu utilisé pour cloner Superman, capable de soutenir un poids de 1 tonne, mais cassé par une simple pince? Non? Alors le filet à ogive de tout à l'heure, c'est pas assez non plus? Ok, public difficile. Alors que dites-vous du micro-ordinateur que place Lex Luthor avec son matériel de clonage destiné à habiller son super vilain à peine créé par le soleil? Ou de Superman enluné? On s'approche un peu là quand même. Ok, alors le pire village italien de studio de ces dernières années. Ah, là on s'approche. Regardez-moi ces belles coulées de fausse lave bien visibles, ces maisons en plâtre, hein? Pas mal, hein? Encore mieux? J'ai. Superman décroche la lune de son orbite pour faire de l'ombre. Oui, ok, entre ça et remonter le temps, je ne sais pas lequel va le plus loin. Non, vous me connaissez, j'ai mis en réserve, sinon je ne tiendrai pas ce sketch depuis autant de temps. Non. J'ai la scène qui n'a aucun sens. La scène qui ne va nulle part, la scène qui n'aurait jamais dû être tournée et qui arrive à faire passer Superman pour un connard. Oui, il y a une scène de Superman 4 qui arrive à faire passer Superman pour un connard. Enjoy. Can we go get some fresh air? Fresh air? Sure. Who needs rubber chicken and some of those pictures anyway, right? Let's go. Come on, let's get some fresh air. Breathe. Clark? Clark? Clark, things aren't that bad! Clark, stop! Eh oui, quelle meilleure façon d'annoncer à Lois qu'on est Superman qu'en la traumatisant à vie en la faisant tomber d'un immeuble. Et puis, histoire de bien la déglinguer, on va la faire tomber une deuxième fois, juste pour jouer avec. Cette scène, c'est un peu comme regarder un chaton mettre des coups de patte à un oiseau mort dont les tripes fument encore à l'air. Tout ça pour demander un conseil à Lois sur la marche à suivre après la demande de l'enfant. Tout ça pour qu'elle lui dise de faire ce qu'il pense être bon, mais mieux encore, sinon cette scène ne serait pas totalement mauvaise. Tout ça pour nous refaire le coup du baiser GHB. Oui, notre héros d'une moralité à toute épreuve s'amuse apparemment à se révéler à nouveau à Lois pour lui faire tout oublier et trouver de nouvelles façons de la terroriser en lui apprenant qui il est de la façon la moins subtile possible. Vous imaginez Superman 5, il aurait attaché Lois à une voie de chemin de fer et aurait attendu la dernière microseconde avant de la balancer d'une main dans le Grand Canyon et l'envoyer s'étouffer et geler dans l'espace avant de la ranimer. Ah mais non, bien sûr, d'après Superman 4, même les humains respirent sans problème dans l'espace. Bah oui, les cils ne me semblent pas avoir de problème particulier, vous ne trouvez pas?